Euh, il y en a qui me demandent s'il y a la possibilité d'avoir l'attestation de participation. Oui, si vous l'envoyez rapidement après, parce que je fais tout 2, 3 jours après la conférence. Donc après, je ne peux pas faire, voilà, si je reçois une semaine après, c'est un peu compliqué. J'essayerai de faire des attestations pour tous ceux qui envoient rapidement, ça veut dire le même jour ou plus tard demain, une demande par mail. Et donc, c'est à envoyer sur mon mail linda@clink. Je le mets dans la conversation. Donc, si vous avez besoin d'attestation, voilà, vous pouvez me contacter sur ce mail. Mais tardez pas trop. OK, moi je vous propose peut-être qu'on commence, hein. On laisse les autres arriver après au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, D'accord. pas de Oui, problème. OK. Alors voilà, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Linda et bonsoir Pierluigi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Linda, bonsoir Pierre-Luigi, bonsoir Bons- Odile. Bonsoir à tout le monde, Odile, Et tous les auditeurs, Frédéric et Linda. très nombreux qui sont là. Donc, moi, je suis Linda Kempe, je suis la fondatrice de PsyLink et je suis aussi psychologue clinicienne. Donc, je vous souhaite la bienvenue donc, à ce webinaire qu'on va faire ce soir. Donc, la thématique de ce soir, ça va être celle de comment communiquer d'une manière affirmative pour faire face aux manipulateurs, donc à la manipulation. Mais avant d'aborder ce thème de ce soir, je voudrais juste présenter PsyLink en quelques mots. Donc, PsyLink, c'est une plateforme de psychologues en ligne qu'on a créée en 2019. Et depuis notre lancement, il y a eu des milliers de patients qui ont suivi des thérapies en ligne et plus spécifiquement donc, des thérapies comportementales et cognitives, puisque c'est notre approche exclusive. Donc actuellement, la plateforme, elle regroupe une trentaine de psychologues qui proposent des téléconsultations. Et donc, PsyLink est disponible, accessible à partir des applications qu'on peut télécharger sur Google Play et App Store, mais aussi sur notre site internet, donc psy.link. Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de PsyLink, vous n'hésitez pas dans la conversation à me poser vos questions. Et après, pensez aussi à nous suivre sur les réseaux, Facebook et Instagram. Après, pour le fonctionnement du webinaire, si vous avez des questions concernant le contenu de la conférence, posez vos questions dans les questions-réponses. Comme ça, je les vois plus clairement et on pourra y répondre après à la fin de la conférence. Donc voilà, je vais passer maintenant la parole à Pierluigi Graziani qui va nous présenter nos invités de ce soir. Pierluigi, il est professeur des universités, il est psychologue clinicien aussi et également auteur de nombreux livres relatifs au TCC. Merci Linda. Si tu peux arrêter le partage. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Odile Darbon et Frédéric Fonger. Ils sont tous les deux médecins, psychiatres et spécialistes en thérapie cognitivo-comportementale, donc psychothérapeutes. Et ils vont nous parler de leur dernier livre, Affirmez-vous face aux manipulateurs. Okay, je vais le mettre ici. Alors, Frédéric Fonger a écrit de nombreux ouvrages également. Et par exemple, vous avez Affirme-vous, hein, qu'on suggère souvent aux patients qui souffrent d'anxiété sociale. Vous avez également Je me libère. Vous avez Oser, la vie à deux. Vous avez Toujours mieux. Ça c'est pour les perfectionnistes. Et Oser,
thérapie de la confiance en soi. Donc, c'est avec un grand plaisir que j'accueille ce soir Odile et Frédéric. Il me semble que Frédéric est un peu souffrant ce soir, hein, et donc il laissera davantage la parole à Odile. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir accepté de faire ce webinaire et je pense que beaucoup de personnes ce soir seront contentes de vous entendre. Je vous laisse la parole. Merci Pierluigi. Merci. Alors, je vais afficher, c'est donc moi qui vais être chargé de passer le diaporama. Odile va le lire. Je vais vous afficher déjà à partir de la première diapo. Voilà. Alors, s'affirmer face à la manipulation, déjà, deux concepts. Le concept s'affirmer qui renvoie à l'affirmation de soi, bien connu des lecteurs de Frédéric, et le mot manipulation, mot bien à la mode, qu'il nous semble nécessaire de repréciser. Peut-être que nous ne mettons pas tous les mêmes concepts derrière ce mot, donc il nous a paru important que la première partie soit de décliner le concept de manipulation à l'intérieur dans les comportements manipulateurs, c'est-à-dire des petites séquences entre un manipulateur et un manipulé, mais aussi de décliner le concept de manipulation plus généralement dans le cadre de relations manipulatrices, c'est-à-dire des relations durables, et dans lequel nous avons remarqué un scénario stéréotypé que nous avons appelé le scénario à Paris, qui nous paraît être un peu presque une sorte de diagnostic d'une relation manipulatrice. Et là, il s'agit bien sûr d'observer un système dans le temps. Et puis notre troisième partie, ce sera les techniques comportementales et cognitives, mais plutôt que de défiler un catalogue de techniques, il nous semble intéressant qu'on situe les techniques en fonction du stade du scénario dans lequel on est. En tant que praticien, nous allons recevoir des patients qui sont peut-être soupçonnés d'être dans une relation manipulatrice ou qui sont au contraire épuisés par une relation manipulatrice, et nous ne développerons pas les mêmes stratégies en fonction du stade qui nous semble être celui dans lequel est le patient en face de nous. Alors, je suis gênée par quelque chose qui arrive sous mes yeux, donc je clique. Oui, il y a un message qui arrive, tu le fermes en haut à droite. Voilà. Donc, la première partie consistera donc à redonner une définition bien globale de la manipulation, et puis nous redéfinirons le comportement manipulateur qui sera bien connu des gens qui font de la TCC, un petit peu peut-être moins du grand public. Et puis, nous, bien sûr, nous élargirons avec des petites vidéos. Frédéric nous montrera des exemples de comportements manipulateurs. La manipulation, nous avons défini la manipulation comme un processus au cours duquel une personne que nous appellerons le manipulateur, je ne peux plus, il y a sans arrêt des... Il y a les sondages qui s'affichent, Pierluigi. Je peux lire. Si on peut, il faut fermer en haut à droite à chaque fois. Ouais. Les sondages s'affichent sur notre écran. Donc, je relis donc plus facilement. Donc, il s'agit d'un processus au cours duquel une personne que nous appellerons le manipulateur, mais bien sûr, ce manipulateur peut être une manipulatrice, va chercher à obtenir d'une autre personne le manipulé, mais qui peut être la manipulée, quelque chose qu'a priori le manipulé n'aurait pas voulu donner, ou bien que le manipulé va donner, mais sans prendre conscience des conséquences que ça va pouvoir représenter pour lui. Des conséquences négatives, bien sûr. Moi, je n'arrive pas à passer le diaporama, là. J'ai l'impression que j'ai des messages interférents qui m'empêchent de passer les diapos. Là, Pierre me dit, voilà. Alors, le comportement manipulateur se trouve être un des 4 comportements que les psychologues ont décrits. Les psychologues, quand il s'agit de comportements interpersonnels, les psychologues ont décrit 4 catégories. Donc, il existe 4 catégories qui sont les comportements affirmés, agressifs, passifs et manipulateurs. Le comportement passif, alors, bien sûr, s'il y a 2 personnes peuvent établir un lien soit d'égalité, il s'agira du comportement affirmé,
soit un lien de subordination, l'un dominant l'autre. On observe ces liens de subordination, l'un domine l'autre, soit dans les relations agressives, soit dans les comportements agressifs, soit dans les comportements manipulateurs. Et à l'inverse, une personne qui est dominée par une autre aura un comportement passif. Dans le comportement passif, pardon Frédéric, tu vas trop vite, le passif n'exprime pas ses droits et ses devoirs, et non, n'exprime pas ses droits et ses besoins. Par contre, il laisse l'autre prendre toute la place. L'agressif, par contre, impose ses droits et ses besoins par la violence. L'affirmé arrive à exprimer ses besoins et ses droits tout en respectant les droits et les besoins des autres. Et le manipulateur, comme l'agressif, il essaiera de dominer l'autre, mais cette fois-ci, non pas par une intention claire, mais par une intention cachée. Par contre, il n'utilisera pas la violence. C'est pour ça qu'on sépare les deux comportements. Et nous traiterons bien sûr du comportement manipulateur au quotidien, mais surtout des relations manipulatrices, c'est-à-dire dans la durée, qu'il s'agisse de relations au travail, en couple, familial, amical, de voisinage, etc. Et nous avons retrouvé ce scénario stéréotypé dans tout ce style de relation. Alors, quelques caractéristiques des relations, des comportements manipulateurs. Je pense que c'est une petite vidéo qui va suivre. Et dans cette petite vidéo, c'est un petit exemple d'une façon d'être manipulateur par un message masqué-collé. Alors, je vais devoir faire une toute petite manœuvre. J'espère que ça va aller vite pour lancer la vidéo. Bien, vous me confirmerez bien que vous l'entendez. Je vais vous montrer comment repérer un comportement manipulateur. Odile et ma collègue. On la voit et on l'entend? Le son est un peu bas. Le vendredi matin. Ah, salut Odile. Bonjour Frédéric. Alors, comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. T'es en forme? Oui. Tu sais que le patron me dit bien de toi, là, je viens de le voir. Ah oui? Il m'a dit, oh Odile, vraiment je compte sur elle à l'avenir. Hein. Ah, d'accord, super. Normalement, je ne vais pas te le répéter, mais bon. Ça va mieux le son? Bon, je dirais rien. Je dirais rien. Tu dis rien, peut-être qu'il te l'a dit à toi aussi. Oui. Écoute, d'ailleurs, il vient de nous confier son plus gros client, Martin. Ouais. Vous avez remarqué que j'ai commencé tout de suite par un message positif, je la complimente, je l'enrobe de positif. Ça, c'est très typique, on va y revenir, dans le comportement manipulateur. Et Martin m'a demandé de traiter un dossier avant ce soir, il se trouve que moi j'en ai déjà 3 autres, Ouais. je vais te demander de bien vouloir. Et voyez, dans un deuxième temps, arrive la demande, qui n'est donc pas authentique, qui n'est pas directe, qui est masquée, c'est pour ça qu'on l'appelle le message masqué-collé, par le compliment que j'ai fait avant. T'en occuper. Stop, et là, Odile fait une erreur absolument catastrophique, c'est qu'elle prend le dossier entre ses mains. À partir de là, j'ai commencé à mettre Odile dans une soumission par rapport à ma demande. Elle a le dossier dans les mains, ça va être extrêmement difficile pour elle de me le rendre. Frédéric, on nous signale que le son est vraiment faible. Pardon? On nous signale que le son est faible. Il est au maximum. Bon. Le son de ma voix ou le son de la vidéo? Dans la vidéo. Je ne peux pas faire beaucoup mieux, je vais essayer. Donc, alors, je parle simplement dans le début de la vidéo, si le son était faible, on a vu que je complimentais Odile pour essayer d'attirer son attention, c'est le message positif en premier, et dans un deuxième temps, je lui donne mon dossier à traiter, et après l'avoir complimenté, pour la mettre dans un état de bienveillance envers moi, et dans ce qu'on appelle la psychologie de la soumission, elle a pris le dossier, donc elle est déjà rentrée, sans s'en rendre compte bien sûr, dans un processus de manipulation. On va essayer un petit bout. D'accord. Bien sûr. Ce soir, là? Oui, avant ce soir. Ouais, c'est vrai, c'est un peu un gros dossier, mais je sais que tu es capable. Oh, bah, écoute, il va falloir quand même que je fonce. Hein. Bon, ça va être quand même un gros travail. Hein. Oui, c'est vrai. D'accord. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Ouais. Voilà. Odile s'est fait manipuler. D'ailleurs, on peut lui demander ce qu'elle a ressenti. Ben, j'ai été dans un premier temps ravie d'être quelqu'un qui compte dans l'entreprise. Mais après, en repartant, je me rends compte que j'ai du travail que peut-être je ne peux même pas faire consciencieusement. Alors, vous voyez, ça aussi, c'est un petit peu dans le diagnostic intéressant. C'est ce que ressent le manipulé. C'est qu'il a un yo-yo, ce qu'on appelle un yo-yo émotionnel, un ascenseur émotionnel. Donc, au début, il est ravi, elle est ravie parce que je la complimente, je dis qu'elle est très bien vue par le patron, etc.
Et puis après, elle a une émotion qui change, qui devient plus négative parce qu'elle se rend compte que je vais lui donner un dossier en plus à travailler. Est-ce qu'on peut me faire savoir si le son est meilleur? J'ai un peu augmenté, sinon j'essaie autre chose. C'est typique dans la manipulation, c'est-à-dire que celui qui a un comportement manipulateur, comme je viens de vous montrer, arrive en commençant par les messages positifs, les flatteries, le patron compte sur toi, etc., pour engager l'autre. C'est ce qu'on appelle la psychologie de la soumission. Et une fois que l'autre est engagé, à ce moment-là, on fait la vraie demande, masquée dessous, inauthentique. C'est ce qu'on appelle deux messages masqués, quel dossier à traiter, en fait. Voilà. Alors, je vais revenir sur le diaporama. Est-ce qu'on entendait mieux après, si les gens pouvaient me le dire? Oui, il y a eu des commentaires disant que c'était mieux. Oui. D'accord, d'accord. Donc, on peut passer je garde la parole parce qu'on va tout de suite repasser une deuxième petite vidéo sur l'engagement. Vous allez voir dans cette vidéo que l'engagement est d'autant plus facile à faire pour le manipulateur si le manipulé se justifie. Donc, vous allez tout de suite comprendre que les personnes sont plus manipulables lorsqu'elles ont tendance à justifier, et du coup, ça vous donne tout de suite déjà une première petite méthode thérapeutique lorsque vous êtes face à des comportements manipulateurs, d'essayer de ne pas vous justifier, en tout cas le moins possible. Donc, je vais vous repartager une autre vidéo, du coup. Non, je vais d'abord arrêter celle-là. Pardon, excusez-moi. Alors, il faut que je la trouve. Attendez, parce qu'il faut que j'aille l'ouvrir. C'est une autre. Il me faut un peu de temps pour aller la chercher, hein, mais elle va arriver parce qu'il faut que je l'ouvre, que je la mette sur pause et que je revienne vous chercher sur Zoom. Voilà. Et je vais aller vous chercher la deuxième vidéo que je veux vous montrer. Ce n'est pas celle-là, mais ça ne fait rien. Si, c'est celle-là. Technique de contre-manipulation à l'aide de deux jeux de rôle avec Odile qui téléphone à son banquier. Premier jeu de rôle. Allô, monsieur Fanget, banque Truchmuche. Oui, bonjour. C'est Odile. Bonjour Odile. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bon, je suis content de vous entendre. Je vous appelle parce que j'aurais besoin que vous m'adressiez la copie du prêt immobilier qu'on a signé la semaine dernière. Mais bien sûr, il n'y a aucun problème, je vous adresse ça. Et puis alors... Est-ce qu'on entend bien Ça résonne un peu. la vidéo? Bon, là, vous voyez déjà, le manipulateur va toujours vous dire oui lorsque vous allez lui demander quelque chose. Il commence toujours par aller dans votre sens. Il dit oui, oui, je vais vous envoyer votre document. Et puis, vous allez voir ce que je vais faire après. Tant plus que ça tombe très bien que vous m'appeliez, puisque je viens de recevoir du siège pour nos clients privilégiés dont vous faites partie, des conditions encore plus favorables pour vous que j'aimerais vous présenter pour vos finances. Ah, mais je ne suis pas vraiment libre. Alors, vous voyez, j'ai fait une autre demande. Je lui réponds oui à son document, mais j'essaye de lui proposer un rendez-vous. Et là, Odile, dans cette vidéo-là, va se faire avoir parce qu'elle va chercher à justifier, elle va répondre à mon deuxième message, elle va répondre à ma proposition de rendez-vous. Juste que vous m'adressiez la copie du prêt qu'on a signé la semaine dernière. Oui, bien sûr, je vais vous l'adresser. Mais quand vous dites que vous n'êtes pas vraiment libre, ça veut dire que qu'est-ce qui vous arrangerait, par exemple? Qu'est-ce qui vous dérangerait pas trop comme rendez-vous? Bon, j'ai toujours des petits creux le lundi matin. Mais... Vous voyez, ça y est, elle est foutue. Je l'ai amenée sur le rendez-vous et je ne lui parle plus du fait de lui envoyer son papier. Et maintenant, elle est embringuée, elle est soumise à mon souhait, qui est de toute façon de l'amener en rendez-vous à mon agence pour en fait lui vendre des produits financiers. Et ça m'embête un peu. Oui, je comprends, mais là, vous savez, ça vaut vraiment la peine que nous nous voyions pour faire un point complet. Le lundi matin, qu'est-ce qui vous arrange le mieux comme horaire? Bon, j'ai toujours eu des petits creux vers le 9h30. Eh bien, 9h30, lundi prochain, je vous garde le rendez-vous à la banque. Bon, d'accord, merci. Avec plaisir, Odile, à lundi. Au revoir. Au revoir. Voilà le premier jeu de rôle où Odile s'est fait manipuler. D'ailleurs, nous allons lui demander comment elle se ressent après ce jeu de rôle. Je me sens pas bien. Je sais que je suis en train de perdre mon temps.
Et j'en ai pas, je ne peux pas guère me le permettre dans ma vie, et je me suis fait avoir par mon banquier. C'est ce qui se passe dans la manipulation. Nous ressentons un malaise, on se fait avoir, et en plus c'est l'autre qui décide à notre place ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'on va aller le voir, alors qu'en fait on voulait simplement qu'il nous envoie un papier. Maintenant on va vous montrer. Alors, j'arrête le partage, on va revenir au diaporama. J'ai fait une petite modification pour le son. Est-ce que les gens peuvent me dire si c'était meilleur et moins sonore tout à l'heure? J'ai peut-être compris pourquoi c'était sonore. Et je vais remettre le diaporama en partage. Oui, c'est mieux. Oui, beaucoup mieux. D'accord, j'ai compris. Oui, mieux. Alors, j'ai compris d'où ça venait. Ça va. Donc, je vais pouvoir apporter une solution. Alors, je retourne sur le diaporama. Ça me fait faire une petite manip, mais j'arrive. Hein. Le voilà. Alors. On reverra quelques diapos tout à l'heure, quelques vidéos, en particulier pour les techniques, mais je vais repasser maintenant la parole à Odile pour le gros morceau, un des gros morceaux de cette conférence, qui est le fameux scénario à Paris dont nous vous avons parlé. Alors, petit résumé, le comportement manipulateur, une personne essaye de dominer une autre par la ruse et la dissimulation de ses véritables intentions, mais un comportement manipulateur n'est pas toujours le signe d'une relation manipulatrice, et une relation manipulatrice va exister dans le temps, et là maintenant, nous allons un peu essayer de décrire ce scénario. Mais avant, on précise que donc il y a un système avec deux personnes, et qui est vraiment dépendant de l'autre. Bien sûr, le manipulateur a mis son emprise sur le manipulé, mais si on veut être thérapeute, il va bien falloir qu'on explique au manipulé que lui aussi a du pouvoir et qu'au fond, le manipulateur, c'est quelqu'un qui a besoin pour sa survie de parasiter le manipulé. C'est-à-dire qu'il va essayer de consommer quelque chose qu'a le manipulé, du pouvoir, du temps, d'une capacité particulière. Voilà. Donc, le manipulé n'est pas quelqu'un qui est si fragile que ça. Il s'agit juste qu'il réalise qu'il peut modifier la relation et reprendre les rênes de la relation en empêchant le manipulateur de le consommer quand il n'a pas envie d'être consommé. Juste un petit détail, pour faciliter la lecture des diapos, je mettrai à partir de maintenant en violet ce qui concerne le manipulateur, en vert ce qui concerne le manipulé, en orange ce qui concerne la relation, et on a simplifié, on vous l'a dit au début, le mot manipulé, manipulateur au masculin, mais bien entendu que les deux genres sont concernés. Voilà, à toi, Odile. Donc, le manipulé dépend bien sûr du manipulateur, mais le manipulateur aussi survit grâce au manipulé. Et c'est très important de se dire que si on ne laisse plus un manipulateur nous consommer, il est possible qu'il aille manipuler ailleurs. Donc, on pourra peut-être s'en débarrasser si on ne lui donne plus quelque chose à prendre chez nous. Le fameux scénario. Alors, quel que soit le type de relation, il nous est apparu qu'il y avait une stéréotypie dans l'évolution d'une relation manipulatrice. C'est une relation qui commence très bien par une accroche. Donc, le manipulateur va devoir accrocher le manipulé. Il l'accroche par une sorte de promesse qui, la plupart du temps, est implicite. Le manipulateur, il sait se présenter sous son meilleur jour et il va faire comprendre aux manipulés que leur rencontre va déboucher sur quelque chose d'extraordinaire et que grâce à cette rencontre, le manipulé va enfin avoir accès à tout ce qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas rencontré le manipulateur. Donc, A, c'est l'accroche par une promesse implicite et le discours, trop vite, je suis deux diapos en arrière. Bon, le discours sera un discours du style « je te comprends, je suis sûre que nous avons les mêmes valeurs ». C'est bien sûr le discours du manipulateur.
ne t'inquiète pas, je serai là pour te protéger, on va avoir une très belle vie, ou dans le domaine du travail, quelque chose comme tu pénètres dans une entreprise qui est très sympa, tu vas voir, tu vas pouvoir t'y épanouir, faire une très belle carrière. Les comportements qui vont aller avec, ça va être peut-être des cadeaux, ça peut être du temps qui est donné là au manipulé, ça peut être des compliments, que des choses agréables. Là, Frédéric, tu peux avancer. Il y a des moments où ça n'avance pas, je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir une interférence avec des messages, je ne sais pas. Là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui nous donne l'indice que cette relation pourrait devenir une relation manipulatrice et que ce n'est pas juste un super coup de foudre ou qu'effectivement, on n'est pas juste dans la super entreprise, parce que peut-être qu'on peut rencontrer une personne super et peut-être qu'on est dans une super entreprise. Mais ce qui peut nous donner des indices, c'est que les cadeaux, entre guillemets, arrivent très, très vite dans la relation. Cette promesse qui va nous arriver quelque chose de formidable arrive très vite, alors que nous ne sommes pas encore connus, qu'on n'a rien demandé, que ce n'est pas très spécifique, c'est-à-dire que, par exemple, les compliments sont des compliments qu'on pourrait adresser pas spécialement à nous, mais à tout le monde. Donc, attention au trop beau, trop vite, trop merveilleux. Alors, le deuxième temps du scénario, le P de A Paris, A comme accroche, P pour promesse non tenue. Ce sera vraiment une promesse qui n'a engagé que ceux qui ont cru. La promesse ne sera pas tenue. Alors, c'est une deuxième phase un peu difficile à repérer parce que, par définition, en fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire que la promesse n'arrive pas. Ça me paraît tout à fait différent d'une relation qui serait une relation d'agressivité. Par exemple, un prédateur sexuel qui font l'actualité depuis quelque temps et à juste titre, le prédateur, la phase d'accroche, elle y est aussi, mais immédiatement après, il y a des comportements agressifs, sexuels agressifs. Donc, tandis que donc c'est pour ça qu'on ne traite pas ce sujet ici. On ne pense pas qu'un prédateur sexuel, c'est un manipulateur, on pense que c'est un agressif, qu'il utilise de la violence. Ce n'est pas la même chose. Donc, dans la relation manipulatrice, dans cette phase-là, le manipulé attend sa promesse et pour qu'il tienne et qu'il ne s'en aille pas trop vite de la relation, le manipulateur, quand il fait face aux premières impatiences du manipulé, il va essayer de jouer le beau rôle du style non, mais tu sais, je ne peux pas divorcer, mais c'est parce que j'ai des valeurs familiales très importantes. Donc, je suis bien obligée de prendre soin de ma femme qui est encore malade. Non, la promotion n'arrive pas, mais tu sais, si elle n'arrive pas à la promotion, parce que là, en ce moment, le patron, il est très contrarié. Donc, en ce moment, ce n'est pas le moment que j'aille lui parler de ton augmentation ou de ton changement d'affectation. Mais t'inquiète pas, ça va venir. Donc, le manipulateur va présenter les choses sous leur meilleur angle de sa part à lui pour faire patienter le manipulé. Si le manipulé patiente, petit à petit, quand même, son impatience peut grandir. Donc, le manipulateur va devoir changer de stratégie et on va passer à la phase d'abus. A, accroche, P, promesse non tenue. A comme abus. Là, on va avoir des abus parce que là, le manipulateur peut plus se contenter de jouer le beau rôle et de faire patienter. Il va devoir faire perdre confiance en lui au manipulé pour que celui-ci ne devienne pas trop dominant. Et du coup, 3 techniques peuvent être utilisées par le manipulateur. Probablement, il y en a bien d'autres, mais ces 3-là nous paraissent revenir souvent. La culpabilisation, le mensonge ou la minimisation. Alors, culpabilisation, ça va être le manipulateur qui va expliquer au manipulé que s'il ne lui rend pas l'argent qu'il lui a promis, c'est de la faute du manipulé. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, comment tu oses me réclamer l'argent que tu m'as prêté? De toute façon, toi, tu es riche et moi non, donc comment tu oses penser que je dois te rendre de l'argent? Le manipulé, autre chose, l'attaque de la personne. Mais enfin, moi, je pensais que tu étais quand même quelqu'un de très généreux. Vraiment, tu me déçois. Oser me demander de quitter ton appartement que tu m'as mis à disposition alors que ça fait que 4 mois que j'y suis, je pense que quand même tu exagères. Donc, le manipulateur culpabilise le manipulé. Le manipulé, s'il commence de dire « Oh, quand même, tu exagères » et de s'énerver, le manipulateur pourra très bien lui dire « Mais enfin, tu vois bien que tu perds tes nerfs, tu ne sais pas te contenir. De toute façon, tout le monde m'avait prévenu que tu étais quand même une personne fragile. Tu devrais voir un psy.
c'est quand même toi qui as un problème. Autre technique possible, mensonge. Oh, mais alors là, je t'ai jamais promis, on n'avait jamais dit que je devais te rendre cet argent, tu m'avais bien dit que tu me le donnais, je ne me souviens pas du tout que tu dois te le rendre, tu exagères, mais je t'ai jamais promis cette promotion, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit que je viendrais faire du bricolage chez toi, d'ailleurs j'ai horreur de ça, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais le divorce, ça ne va pas, ça n'a jamais été dans mes valeurs. Donc, le mensonge est utilisé avec aplomb, ou un petit entre-deux, une minimisation. Bon, bah écoute, c'est peut-être vrai. Ouais, je t'avais peut-être promis le divorce, j'avais peut-être dit que j'allais te rejoindre, mais tu sais, c'est toi qui m'as tellement posé la question, tu m'as poussé, puis j'avais bu ce jour-là, d'ailleurs tu m'avais fait boire, c'est toi qui m'avais fait boire, donc bon, ok, je t'ai dit ça, mais je ne le pensais pas. Ouais, donc c'est encore de la faute du manipulé. Alors, à ce stade, bon, bah, le manipulé, au stade des abus, commence de comprendre que ça tourne un peu mal. Mais lui, le manipulé, il a souvent tendance à penser que ça n'existe pas des manipulateurs. Ce n'est pas vrai, c'est juste quelqu'un qui a des problèmes actuellement. Mais si quand même il se révolte et qu'il commence à se dire il faudrait peut-être que je mette fin à la relation, à ce moment-là, et alors qu'il pourrait inverser le rapport de force, à ce moment-là, notre manipulateur va encore changer de stratégie. Et il va faire une répétition du scénario en recommençant des promesses. Je veux bien que tu changes de diapo. Parce que le manipulateur, dans son esprit à lui, s'il voit que ça commence de difficile de culpabiliser le manipulé parce que celui-ci voit la réalité de la manipulation, eh ben, il va retrouver ses capacités de comédien. Là encore, ça va le différencier de l'agressif. L'agressif, il ne sait pas faire ça. L'agressif, il va s'énerver, il va être violent. Mais le manipulateur, lui, il est tout à fait capable de se dire que pour ne pas perdre tout ce qu'il avait à consommer du manipulé, ce n'est pas compliqué de se mettre une position basse, et il peut devenir, comme c'est un très bon comédien, il peut de nouveau, après avoir soufflé le froid, il peut ressouffler le chaud, et en recommençant des promesses. Là, il y a un diapo passeport, il y a peut-être des choses qui sont faites en même temps sur je ne sais pas, des sondages où je n'arrive pas à passer à la suivante. Il va recommencer de faire des promesses, et il peut très bien dire quelque chose comme... Oui, c'est parce qu'il y a des sondages qui sortent en même temps. Donc voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, du coup, ça me bloque. bloque. La diapo suivante, encore. Ah oui, mais ça me bloque, les sondages. Voilà. Et donc, il peut retrouver les attitudes séductrices du début, et il peut même aussi prendre une position basse en disant « mais ouais, c'est vrai, j'ai pas été bien avec toi, tu es une personne merveilleuse, j'ai eu un petit moment difficile, mais maintenant j'ai compris. Là, je vais vraiment te rendre l'argent, je vais même vraiment me mettre à trouver un travail. Là, vraiment, tu le mérites. D'ailleurs, tu as bien fait de me disputer parce que là, maintenant, tu es la personne qui peut me faire changer, j'ai bien compris. On va se donner une chance, notre relation vaut vraiment le coup, on va trouver le bonheur, et ça peut continuer comme ça. Donc, si le manipulé donne une chance de plus, la relation va pouvoir continuer avec un scénario qui se répète, promesses, non tenues, abus, etc. Il faut bien comprendre que le manipulé, lui, commence de comprendre qu'il a beaucoup investi dans une relation. Et même s'il éprouve de la frustration et de la déception, il aura un peu envie de ne pas arrêter la relation tant qu'il n'a pas retrouvé un peu son investissement. Et on sait en psychologie sociale que quand on a vécu une escalade d'engagement, c'est compliqué de sortir d'une relation parce qu'on a vraiment envie de ne pas avoir tout perdu et de se dire, bon, peut-être qu'il y a quand même une dernière chance, et au moins tous les moments qui ont été désagréables seront oubliés si effectivement on reprend une relation super avec cette personne. Alors, quelle va être l'issue ? L'issue, ça peut être soit une rupture, alors qui peut venir ou du manipulateur, parce que parfois c'est le manipulateur qui disparaît. Tout d'un coup, il se rend compte que finalement, ce manipulé, il n'y a pas grand-chose à grappiller. Il peut aller disparaître du jour au lendemain et aller chercher ailleurs une meilleure affaire, entre guillemets. Mais ça peut être aussi le manipulé qui peut être bien entouré, peut être suivi en thérapie,
met fin à la relation. Une autre façon de faire évoluer une relation manipulatrice, c'est une relation qui peut devenir agressive avec une certaine dangerosité, hein, parce que, et on verra dans les techniques comment il faudra faire attention pour recadrer une relation, de ne pas essayer de provoquer le manipulateur pour qu'il ne devienne pas dangereux. Parce que le manipulateur, c'est quelqu'un qui est probablement avec une fausse haute estime de lui-même et profondément avec des schémas personnels de fragilité, même si l'apparence est positive. Et une autre façon de faire évoluer une relation manipulatrice, c'est qu'elle redevienne une relation affirmée, parce que dans notre expérience, en tout cas quand on suit des gens, on s'est rendu compte qu'en leur donnant des clés, finalement, les manipulateurs n'étaient pas tous des grands pervers difficiles à faire évoluer et qu'il fallait fuir au plus vite. Il y en a certainement qu'il faut fuir au plus vite, mais il y a toute une partie de manipulateurs qui sont manipulateurs parce qu'en fait, on les laisse être manipulateurs. Peut-être qu'ils ont eu des schémas parentaux de parents manipulateurs, donc ils savent faire la manipulation. Ils ne se rendent même peut-être pas compte que c'est finalement pas un système si épanouissant que ça. Mais au fond, si le manipulé arrive à expliquer que lui-même ne s'épanouira pas dans ce style de relation, mais qu'ils peuvent devenir rentrer dans une relation gagnant-gagnant, il y a des tas de manipulateurs qui peuvent aider à ce que la relation devienne affirmée. À condition de bien connaître les techniques pour le manipuler. Alors, ce qui nous semble intéressant, c'est de citer les principales techniques, celles qu'on utilise le plus souvent, bien sûr, il y en a sûrement d'autres, et de citer les techniques au stade du scénario où nous nous trouvons avec la personne qui est en face de nous. Donc, il y a des techniques pour le début de la relation, pour la phase d'accroche. Il y a des techniques pour le stade des promesses. Il y a des techniques pour le stade des abus. Il y a des techniques pour le stade de la répétition des promesses. Il y a des techniques pour l'issue, quand, par exemple, on veut rompre la relation, etc. Alors, c'est un peu, c'est pas aussi strict que ça, mais c'est quand même pour vous donner des idées. Parce que vous allez voir que dès le départ, je prends un tout petit peu la parole, Odile, parce que de toute façon, on va retomber sur la vidéo très vite. Dès l'accroche, par exemple, on a des techniques, et pas n'importe lesquelles, qui vont nous permettre, déjà, la première chose qui est de le repérer, ce comportement manipulateur. Parce que, en fait, dans notre expérience, et c'est probablement la vôtre si vous êtes thérapeute, on se rend compte que les gens mettent beaucoup de temps, de mois, voire d'années, avant de se rendre compte qu'ils sont dans une relation manipulatrice. Alors, on vous a déjà montré avec la vidéo tout à l'heure ces notions bien connues de psychologie de la soumission, les messages masqués collés, etc., qui vous ont permis déjà de repérer la manipulation dès le début. La question, c'est comment on va faire au début. Alors, il y a plein de techniques. Vous voyez, là en bas, on vous marque, pour ceux qui connaissent les techniques d'affirmation de soi, l'enquête, qui est une immense technique. Par exemple, face aux compliments flatteurs qu'on va vous faire, il va falloir faire justifier à l'autre qui vous connaît depuis 2 heures dans une soirée pourquoi vous êtes la plus merveilleuse des femmes qu'il a rencontrées de sa vie. Bon, et puis vous allez vous rendre compte, il y a 2 solutions. Soit vous avez affaire à un discours manipulateur, en fait, il n'aura rien à vous dire parce qu'il ne vous aura même pas observé, même pas écouté, vous n'êtes qu'un objet. Ou alors, si c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à vous, il va vous dire qu'il a repéré telle et telle chose, telle et telle notion dans votre discours, telle et telle valeur qui l'intéresse. Et puis le recadrage, on y reviendra, recadrage, technique très très connue, très importante, mais j'ai une petite vidéo qui va vous montrer une technique très proche du recadrage qu'on a appelé tri sélectif. Voilà. Ce qu'on va commencer déjà par faire, c'est voir comment on fait pour engager quelqu'un. Je l'ai passé la deuxième vidéo 3 tout à l'heure, je crois. Hein. Tu as passé celle du banquier, un peu extension. Oui, c'est bon. Donc, celle du banquier, vous avez vu qu'une des façons de repérer le début de la manipulation, c'est qu'on aura tendance il va nous amener à nous justifier. Hein. On a parlé tout à l'heure, Odile a parlé de la culpabilisation, tout ça, mais ils ont des demandes où finalement, on est très, très mal à l'aise face aux demandes des manipulateurs parce que c'est difficile de leur dire non. C'est pourtant ce qu'il va falloir apprendre à faire, dire non sans justifier. Mais ils sont tellement sympathiques, comme dit Odile, bons comédiens. C'est là où ils ne se présentent pas du tout comme des agressifs. Hein. C'est tout le problème. D'ailleurs, même ils se présentent en général en accord avec vos valeurs. Ils vont vous dire, toi aussi, tu es pour l'écologie, ça tombe bien, moi je suis militant, etc. Ils vont chercher à être en accord relationnel avec vous.
Alors que l'agressif, on se retrouve très vite en opposition, en malaise. Donc, c'est pour ça qu'on se fait avoir. Et donc, après, quand ils vont nous demander des choses, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que moi, ce que je pense, c'est qu'il faut s'entraîner aux techniques de contre-manipulation avant et qu'il vous faudra pas mal d'entraînement. Et je pense qu'il faut entraîner les gens. Alors, dans le livre, il y a énormément d'exercices. On insiste sur cette notion d'apprentissage. Ce n'est pas juste on lit le livre et puis on saura faire. Non, il va falloir travailler, éventuellement avec un thérapeute si justifié. Mais il faut avoir déjà des réflexes pour pouvoir apprendre à dire non sans justifier. Vous me direz, ça fait partie des techniques de base de l'affirmation de soi. Mais si ça passera face à quelqu'un qui est affirmé, ça sera assez facile de dire non. Face à un manipulateur, c'est très difficile. Donc, l'enquête et le recadrage, ouais, j'ai peut-être pris la parole un peu tôt. Ouais, j'ai pris la parole un peu tôt, je vais te la redonner tout de suite, Odile. En fait, là, à cette stade d'accroche, parce que la diapo est un peu plus loin. Donc, comme je viens de vous le dire, vous repérez les messages masqués collés, vous repérez le malaise qu'il y a chez vous, vous repérez cette tentation de vous justifier, vous repérez cette difficulté à dire non. Vous allez utiliser la méthode d'enquête, comme je vous l'expliquais, donc enquête positive face au compliment, enquête neutre ou négative face à la demande. Hein, qu'est-ce qui, comment, pourquoi tu me demandes ça? Par exemple, il faut souvent savoir répondre face à une demande, ne pas répondre tout de suite. Dire, ah bon, mais pourquoi tu me demandes ça? Et c'est pour quand? Et pourquoi maintenant? Vous voyez, pour vous donner du temps. Le recadrage, je disais, on verra avec le tri sélectif tout à l'heure. Et dans ces promesses non tenues, ce qu'on voudrait tout de suite vous dire ici, parce que là, pour l'instant, on vous a parlé que de comportemental, c'est qu'il va falloir utiliser des techniques cognitives. Alors, pour ceux qui ne sont pas psychos, ne partez pas, ne vous affolez pas. On va essayer, avec Odile, d'être très clair sur ce que sont les techniques cognitives. Mais il faut bien comprendre que pour faire face à la manipulation, il ne suffit pas d'acheter la boîte à outils des techniques d'affirmation de soi et d'apprendre les techniques et c'est tout. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il va falloir changer votre mental parce qu'on a un mental, ce qu'on appelle les attributions, qui en fait, enfin certains d'entre nous, qui vont nous prédisposer à la manipulation. Et c'est ce qui est dramatique d'ailleurs, c'est que c'est souvent les plus gentils, les plus bienveillants, les plus attentionnés aux autres, ceux qui ont les plus de valeurs humaines, qui vont être les plus manipulables parce que le manipulateur va très très vite repérer notre fonctionnement mental, en fait. C'est souvent un très bon psychologue, le manipulateur. Il sait très bien à qui il a affaire. Il va tout de suite repérer vos points manipulables. Et Odile va vous en parler, parce que si on veut ne pas tomber dans la manipulation au stade de la promesse non tenue, il va falloir vraiment changer ses attributions. Et donc, je te laisse faire, Odile, là. Pourquoi pas? Alors, les attributions, c'est ce qu'on se dit à nous-mêmes, c'est notre discours intérieur. Et on sait que chacun d'entre nous, on a tendance à interpréter ce qui nous arrive, soit en pensant que nous sommes en responsabilité de ce qui nous arrive, c'est ce qu'on appelle être interne, ça veut dire je pense que c'est moi qui suis responsable de ce qui arrive, ou alors externe, c'est ce qui arrive est dû à ce qui est extérieur à moi, mon entourage, le hasard, etc. Donc on s'est rendu compte qu'il est beaucoup plus facile d'être manipulable quand on a des attributions internes négatives vis-à-vis de nous-mêmes. Si par exemple cette personne ne me rend pas l'argent qu'elle me doit, bah, c'est peut-être que c'est de ma faute, j'ai pas su lui demander, peut-être j'ai pas tout précisé comme il fallait. Et par contre, l'autre, il a toujours sa chance. Oh, certainement, attribution sur l'autre, externe positif. Ça doit être qu'il a, lui, il doit avoir une bonne raison de m'avoir pris cet argent. Bon. Et si on veut faire changer, le changement ne sera conséquent que si le thérapeute se rend compte que les attributions vont changer. Il ne s'agit pas uniquement de faire un jeu de rôle où on a récupéré l'argent qui nous était dû. Il est aussi nécessaire pour maintenir ces nouveaux comportements, de commencer de penser que nous-mêmes, on est interne positif, c'est-à-dire on mérite ce qui m'arrive est bien mérité parce que je mérite le respect. Et l'autre, l'autre n'est pas forcément tout bon, tout bienveillant. Lui aussi, il est peut-être un peu responsable de ce qui lui arrive. Donc, s'il est fauché, qu'il s'est mis dans la galère, c'est peut-être qu'il est un peu responsable de lui et ce n'est pas à moi de régler tous ses problèmes. Et puis, le manipulateur a lui aussi des attributions. Alors on lit bien en colonne avant, donc les attributions sur lui-même en colonne et les attributions sur l'autre. Et si jamais le manipulateur change, s'il manipule et s'affirme, pour une bonne relation, c'est la colonne de droite après. Alors, je te laisse dire, Odile, c'est bon? Vas-y. Alors,
le manipulateur, lui, il pense en interne positif. Oh bah, j'ai bien le droit de manipuler, c'est tout à fait une bonne chose parce que je suis interne positif. Et donc, tant que quelqu'un ne m'arrête pas, bah, je serais bien bête de ne pas continuer. Donc, tant qu'on ne m'arrête pas, c'est que j'ai bien raison de continuer à manipuler. Et l'autre, bah, c'est de sa faute. L'autre, c'est un externe négatif. Tant pis pour lui. S'ils sont naïfs et qu'on peut leur faire croire n'importe quoi, tant pis pour eux. Donc, si le changement, si on veut faire changer un manipulateur, il faudra bien qu'on vérifie qu'il change sa façon de juger l'autre et il faudra qu'il puisse se dire que non, il n'a pas tous les droits en ce qui le concerne et les autres ont quand même aussi à mériter le respect et à être pris en considération. Et ce sera son intérêt parce qu'une relation durable ne peut fonctionner que si les deux personnes sont satisfaites de la relation. On revient sur une technique comportementale, toujours dans la phase des promesses non tenues, très classique aussi pour ceux qui connaissent l'affirmation de soi. Je te laisse dire, Odile. Le desk. Si tu veux. Bien que je pense que ce soit toi qui est. Oui, mais je n'ai pas beaucoup de voix. Hein? Je n'ai pas beaucoup de voix. Alors, du coup, le desk, c'est une technique comportementale qui consiste en 4 points. Il y a une erreur enfin oui, E pour émotion, D pour description de ce qui ne va pas, E pour émotion, donc décrire les émotions qui sont engendrées par le problème, S pour suggestion du problème, si tu peux revenir, suggestion d'un meilleur comportement, et C pour les conséquences positives que ça va avoir pour la relation si la personne en face de nous veut bien changer. Donc, à ce stade de la promesse non tenue, D, ça peut être dire quelque chose comme « Mais enfin, Martin, tu m'avais promis de parler au patron et de lui demander si je pouvais changer de bureau. » Description des émotions, je me sens un peu impatient et puis je commence d'être déçu un peu par toi. Suggestion d'un autre comportement, écoute Martin, j'aimerais bien vraiment que tu me dises si tu peux vraiment parler au patron. Et conséquence pour la relation, comme ça, je ne perdrai pas ma confiance en toi et ce sera bien pour travailler ensemble. Voilà le desk. Le stade des abus maintenant. À Paris, AP, le deuxième A. Quelles sont les techniques utiles à l'abus? Alors, il y en a plusieurs. On ne va pas toutes vous les passer. Le refus de la balle. Alors, il y a les refus... les dire non, là, en bas de la diapo, j'ai mis 3 croix, parce que dans le bouquin, on a décrit au moins 5 ou 6 façons de dire non différentes. C'est-à-dire que j'ai énormément développé par rapport à ce que j'avais écrit dans Affirmez-vous, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, savoir dire non face à un manipulateur, c'est extrêmement important. Mais il est évident que si c'est votre patron, vous n'allez pas lui dire un non sec, vous allez faire ce qu'on appelle un refus empathique. Vous avez des techniques pour les gens qui ont la difficulté à dire non, comme différer une réponse, dire non après avoir dit oui. Tout ça, c'est développé parce que c'est pas parce qu'on a décidé de ne pas se laisser avoir par la manipulation qu'on va arriver à dire non tout de suite. Donc parfois, on s'est pris par oui, donc il faut apprendre à dire non après avoir dit oui. C'est toutes des techniques qu'on sait faire en affirmation de soi, mais qui, je le reconnais, demandent une certaine compétence et un certain entraînement. Alors, je vais refaire un tout petit peu de manœuvre pour vous ramener sur la vidéo que je veux vous passer maintenant. Alors, elle est prête. Il faut que je la reprenne depuis le partage, depuis Zoom. J'arrive. Elle est là. Vous me direz bien pour le son, normalement, ça doit être meilleur. Odile ayant cette fois-ci appris à ne pas se laisser manipuler. C'est-à-dire qu'en fait, je reprends la première vidéo de tout à l'heure. On la voit bien, on entend bien, là, c'est bon? Vous savez, où Odile avait pris le dossier, mais là, cette fois-ci, on va imaginer qu'Odile a fait une thérapie d'affirmation de soi pour contre-manipuler. Vous m'entendez, là? Je n'ai pas de retour son, moi. Oui, on entend. On entend, c'est bon. Oui. Et on voit la vidéo? Oui. Oui. Parfait. On y va. Ah, bonjour Odile. Bonjour Frédéric. Comment vas-tu? Très bien, merci. Ah, tu es splendide aujourd'hui. Merci hein? Frédéric. Vraiment. Oui, j'ai essayé de faire un petit effort. D'ailleurs, tu sais qu'on dit beaucoup de bien de toi en ce moment dans l'entreprise. Je sors chez le patron. Plaisir. Oui, ben, tu peux, parce que je sors chez le patron. Et il m'a dit vraiment, Odile, je compte sur elle. Hein, c'est vraiment... J'avoue que je me donne du mal en ce moment, c'est vrai.
Alors, voyez, on repart comme tout à l'heure. J'arrive avec mes compliments, avec mes flatteries. Et Odile, tranquillement, parce que là, elle a vraiment fait une bonne thérapie d'affirmation de soi, elle accepte. Ben oui, on dit du bien de moi, ben c'est normal, je me donne du mal, c'est normal qu'on dise du bien de moi. Ce qu'il faut que vous compreniez, mais c'est vrai qu'il faut avoir un certain niveau, c'est que ce n'est pas parce qu'on accepte le cadeau, la promesse, qu'on est obligatoirement pris dans la manipulation. Vous allez voir ce qu'elle va faire après. Elle ne va pas faire comme tout à l'heure, se justifier. Quand je vais lui tendre le document, vous allez voir que déjà en non-verbal, elle ne va pas le prendre. Et puis écoutez bien ce qu'elle dit. Je le reconnais. En tout cas, il l'a vu, il m'a dit c'est quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter. Ça me fait plaisir. Comme moi d'ailleurs. C'est pour ça qu'il nous confie tous les dossiers de M. Martin. Tu sais ce gros client. Oui, c'est délicat, c'est un dossier délicat. Oui. Oui, alors il vient en plus de m'en redonner un, Oui. qui est celui-là, sachant que moi j'en ai déjà 3, je voulais te proposer de le faire, parce que je ne vais pas avoir le temps. Vous voyez, ses mains restent croisées. Comme tu l'as fait remarquer, je suis quelqu'un de consciencieux. Je suis bien embêtée pour toi, parce que si tu as déjà 3 dossiers, ça va te faire du travail, mais moi je ne pense pas que je puisse faire ce dossier dans le week-end. Ouais, mais je pense qu'on ne peut pas dire non, c'est le patron qui nous le demande, il compte sur nous, je viens de te le dire. Premier nom d'Odile. C'est délicat, tu comprends, ta position elle est vraiment délicate. J'insiste. Je suis un peu embêtée que tu le prennes comme ça. Je suppose que c'est parce que tu mesures le travail que tu vas faire toi-même. Mais moi, personnellement... Elle renvoie la responsabilité au manipulateur. Je suppose que c'est parce que toi, tu as trop de travail que tu m'en demandes un. Donc, elle montre bien à l'autre qu'elle n'est pas prête à être culpabilisée, à prendre la faute qu'il y a un dossier en trop à faire. Elle lui laisse son problème. Ça, c'est très important. Le manipulateur cherche à vous transférer le problème et c'est le deuxième nom de l'île. C'est la deuxième fois déjà qu'elle va dire non. Toujours les mains croisées, toujours sans prendre le document. Non, je sais que je ne peux pas faire ce travail. Non, mais c'est aussi pour te rendre service, c'est pour que tu comprennes qu'il faut que toi, si tu veux garder une bonne cote... Donc, le manipulateur revient sous forme de chantage affectif. C'est pour que tu aies la cote dans l'entreprise. En fait, je suis en train de te rendre service en te donnant ce dossier. Donc, pour essayer toujours de la mettre en difficulté, de lui faire penser que si elle ne prend pas ce document, ça sera une mauvaise travailleuse, elle va dire une troisième fois non, calmement, sans s'énerver. Il faut que tu prennes les dossiers quand on te les donne, quoi. Oui, je comprends bien. Mais Frédéric, je suis navrée. Là, je ne peux pas accepter ce travail pour le week-end. Bon, bah, écoute, je retiens. Voilà, je te laisse et bon courage pour ton travail. Alors, et c'est le quatrième non, il est non-verbal. Elle me tend la main en avant et elle s'en va. C'est-à-dire qu'elle a dit 4 fois non, 3 fois non verbalement, une 4e fois en non-verbal. On va lui demander ce qu'elle ressent. La Odile ne s'est pas du tout laissée manipuler. Elle a accepté les messages positifs, c'est-à-dire tout le bien qu'on dit sur elle, sur moi, sur son patron. Par contre, elle a refusé fermement le message négatif que j'essayais de lui glisser avec, qui était ce dossier à traiter. Cette méthode s'appelle la méthode du tri sélectif. On accepte, comme vous triez vos poubelles, les cartons et les détritus, on accepte les messages positifs, on refuse les négatifs. C'est une méthode que vous pourrez apprendre parmi 12 autres techniques dans notre guide. Voilà, pour l'instant. Donc, je vais arrêter ce partage-là. Je vais te remettre le diaporama. Voilà pour le tri sélectif, les techniques de refus et la phase de répétition. Odile? Alors, à la phase de répétition, la relation est quand même... je rappelle qu'à ce stade, le manipulé redonne une chance au manipulateur, mais le but du jeu, c'est qu'on apprenne à notre patient à appauvrir la communication. Et là, vraiment, il faut que le manipulateur montre qu'il change. Donc, on va bien vérifier la cohérence entre la parole et les actes. On peut faire un desk sur la forme cette fois-ci, c'est non plus sur le problème. Le problème, c'était je voudrais que tu me rendes l'argent, je voudrais que tu mettes mon étagère. Là, ça va être non. La forme, c'est tu me manipules. Donc, on va faire un desk en disant j'ai remarqué depuis 3 mois que tu me fais des demandes abusives et que j'ai jamais ce que tu m'avais promis. Donc, mes émotions sont que je suis vraiment pas contente et je me sens pas bien dans cette relation. Et là, vraiment, je voudrais pouvoir retrouver ma confiance en toi et j'attends que tu changes de comportement. Donc là, on fait un desk sur la forme de la relation. On n'a peut-être pas le temps de toutes les détailler, Odile, mais bon, il y a le disque rayé bien connu, le PPR, c'est la méthode... Ouais, on n'a pas le temps de tout dire, hein, problème, personne, relation, la méthode du brouillard qui est assez connue. J'ai choisi de vous en illustrer une qui est peut-être un peu moins connue, qui est ce qu'on appelle l'extinction persistante. Donc, je vais de nouveau aller faire une petite manipulation pour aller chercher la vidéo que je vais vous montrer maintenant.
Voilà, elle est là, c'est bon. Donc, je reviens sur Zoom pour vous la donner. Écran partagé, elle est là. C'est la suite donc du banquier, hein. Mais maintenant, Odile a appris à contre-manipuler. Maintenant, on va vous montrer un deuxième jeu de rôle, fait plusieurs semaines après, lorsqu'Odile a appris les techniques de contre-manipulation. Allons-y. Drin. Allô, monsieur Fanget, Banque Truchmuche. Bonjour, monsieur Fanget. J'ai besoin d'un service. J'aurais besoin que vous m'adressiez la copie du prêt immobilier qu'on a signé ensemble la semaine dernière. Ah, bonjour Odile. Oui, bien sûr, on a signé ça la semaine dernière, il n'y a aucun problème, je vous adresse ça quand vous voulez. Écoutez, ça tombe bien votre coup de téléphone parce que je viens de recevoir du siège des nouvelles propositions, justement, financières très intéressantes pour nos clients privilégiés dont vous faites partie et que j'aimerais vous présenter à l'agence. Je suis contente d'être dans vos clients privilégiés, mais monsieur Fanget, en ce moment, j'ai juste besoin pour le moment que vous me réadressiez la copie de ce prêt immobilier. Oui, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas pour le prêt. Mais vraiment, ces nouvelles conditions financières des clients privilégiés sont vraiment très, très, très intéressantes. Et je vous conseille vivement que nous nous rencontrions pour que je vous présente tout ça. Merci, monsieur Fanget. J'y penserai. Mais pour le moment, j'ai juste besoin que vous me réadressiez la copie de mon prêt immobilier. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui, vous pouvez compter sur moi, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Je vous envoie le prêt immobilier tout de suite. Et puis, dès que vous aurez un peu plus de temps, on se rappelle pour fixer un rendez-vous. Je compte sur vous, Odile. Je ne peux pas m'engager aujourd'hui. Et en tout cas, je vous remercie pour l'envoi de la copie du prêt immobilier. Et je vous souhaite une bonne journée, monsieur Fanget. Alors là, nous voyons que Odile ne s'est pas du tout fait avoir. Elle a bien contre-manipulé. D'ailleurs, nous allons lui demander comment elle se ressent. Ben là, je me sens bien. J'ai bien confiance en moi. Je suis contente de moi. Je n'ai pas accepté de perdre mon temps sur la proposition du banquier. Voilà, Odile a obtenu ce qu'elle voulait. Elle ne perd pas son temps. Elle ne s'est pas fait avoir. Elle ne s'est pas fait manipuler. Grâce à une technique qui s'appelle l'extinction persistance. C'est-à-dire, l'extinction, elle n'a pas du tout répondu aux demandes de proposition de rendez-vous du banquier. Elle a fait ce qu'on appelle un refus empathique, très gentil. Elle est revenue avec persistance sur sa demande de documents qu'elle a fini par obtenir. C'est cette technique d'extinction persistance parmi beaucoup d'autres que vous saurez faire si vous les apprenez grâce au guide. Voilà. Alors, on va revenir sur le diaporama. J'arrive à repartager. Pourquoi je n'ai pas l'écran? Attends. Il faut que je récupère le partage d'écran. Ça y est. Et je reviens sur le diaporama. Alors après, c'est l'issue. On va aller vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, Odile. Oui. Bah, l'issue, le but du jeu, c'est le but du jeu, ça peut être d'aider notre patient à rompre, hein. Donc, si la rupture vient du manipulateur, il faut l'aider à lui dire c'est parfait, il est parti, surtout ne le rattrapez pas. Mieux vaut perdre la main que le bras et le bras que la vie. Il faut que le patient apprenne à être très clair quand il rompt, en disant bien clairement qu'il rompt la relation et qu'il ne se justifie surtout pas. Comme on le sait, toute justification se retournera contre le manipulé. Il faut qu'on aide notre patient à s'engager dans la rupture, c'est-à-dire à déjà au moins commencer les premières étapes, déjà à lui dire, en fait, une rupture, de toute façon, ça va prendre un certain temps pour qu'elle aille jusqu'au bout. Donc déjà, faites une première démarche pour aller dans cette rupture. Surtout, n'alimentez pas la relation, c'est-à-dire ne la justifiez pas, ne faites pas des petits textos, ne répondez à aucun texto inutile. Entourez-vous, votre entourage est peut-être très content que vous rompiez avec cette personne manipulatrice, donc, et osez les utiliser. Et puis surtout, ça va être l'occasion de voir, pour que la rupture soit réussie, c'est l'occasion de changer notre carte mentale. Voilà. Donc, il va falloir qu'on ait des nouvelles cognitions. Et à ce stade, c'est peut-être très important de voir les principales cognitions qui ont été aussi peut-être là et comment des cognitions ont pu faire qu'on rentrait dans la manipulation et comment on doit avoir des nouvelles cognitions. Alors, on a parlé de cluster dans notre livre. Ce qu'on a appelé cluster, c'est une association entre un mode de pensée,
soutenus par des valeurs et actés par des comportements. Par exemple, la diapo suivante, s'il te plaît, Frédéric. Je peux dire un mot à Lynn Pierluigi. Moi, je pense qu'il nous faudrait 5 minutes pour finir. Ça vous paraît raisonnable ou pas par rapport au débat? Oui, Oui, Frédéric. très bien, très bien. Hein, si c'est trop long, vous nous dites. Non, c'est bon, prenez votre temps. OK. Alors, un peu compliqué d'arriver. Vous avez ici un tableau qui est dans notre livre. On a mis en première colonne, on a nommé des petits clusters parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les manipulés peuvent être très, très différents. Ils peuvent être manipulés par des valeurs, par leurs valeurs, parce qu'en fait, ce qui nous fait courir vers quelque chose, c'est souvent ce qu'on aime bien de nous, ce qui nous caractérise. Et nos valeurs peuvent nous rendre très manipulables. Donc, dans la première colonne, il y a un petit cluster. Par exemple, les autres sont gentils. Par exemple, je veux vivre dans un monde extraordinaire. Par exemple, j'ai soif d'absolu et je veux combattre l'injustice. Bon. Dans notre livre, ces personnages étaient représentés par ils avaient des prénoms. Dans la troisième colonne, c'est le mode de pensée habituel de ces personnes qui vont se faire manipuler. Dans la quatrième colonne, ce sera les cognitions qui vont… Cites-en un ou deux Après, exemples. oui. Dans la troisième colonne, ce sera le mode de pensée, je vais les citer. Dans la quatrième colonne, vous aurez les cognitions qui ont favorisé la manipulation et qui ont favorisé le maintien de la manipulation. Comment leur cognition, en accord avec leurs valeurs et avec leur cluster, a fait que ces personnes maintenaient la manipulation, restaient démanipulées. Et bien entendu, dans la dernière colonne, je vais les lire et on va le détailler, il y aura les cognitions qui seront les nouvelles cognitions. Si notre patient arrive à avoir des nouvelles cognitions, on peut penser qu'il arrivera réellement à rompre et que cette aventure-là, de toute façon, l'aura fait grandir. Alors, par exemple, si je prends le cluster numéro 2, par exemple, je suis débrouillard, je veux faire des bonnes affaires. Alors, en fait, on peut être manipulé parce qu'on veut faire une bonne affaire. Donc, dans notre idée, ce sera n'importe qui va me présenter un bon coup, je vais y aller. Donc, du coup, mon mode de pensée, ça va être je veux faire de bonnes affaires, parce que je suis un petit malin. Et la cognition qui va me bloquer, c'est que quand je commence de voir que malgré le fait que j'ai investi dans quelque chose, ça ne marche pas, ma cognition va faire que je vais essayer quand même de récupérer mes billes. Donc, je reste pour essayer d'être vraiment quand même quelqu'un de débrouillard. Et du coup, si j'arrive vraiment à arrêter le système de la manipulation, il faudra que j'ai des cognitions comme je peux accepter de perdre. Perdre n'est pas grave, ça n'empêche pas mon identité, que je sois quelqu'un de valable si je sais perdre. Je dis juste un mot parce que c'est un de mes patients, Arthur, et vous savez, ça vous est sûrement arrivé, je vous mets un peu en garde, sur Internet, vous recevez des lettres d'investissement gratuites, c'est-à-dire qu'on vous explique que vous allez devenir très riche gratuitement, puis petit à petit, vous recevez plein de lettres, des mails tous les jours, et puis petit à petit, on vous abonne à une revue toujours gratuitement, puis petit à petit, au bout d'un moment, on vous prend sans vous rendre compte de votre carte bancaire, on vous explique que grâce à l'abonnement, vous allez avoir des tas de choses, et en fait, Arthur a perdu des dizaines de milliers d'euros. Et ce n'était pas quelqu'un d'idiot, hein. C'est simplement qu'il était pris, comme l'explique très bien Odile, par son schéma mental, et qu'à un moment donné, on est pris dans un engrenage dont on ne peut plus sortir. Bon. Alors, peut-être le cas de Michel aussi, qui a le cluster je suis perfectionniste et je veux et irréprochable. Donc ça, autour de lui, les gens vont comprendre que ce style de personne, on peut les envoyer au créneau parce que comme ils font tout bien, ils se chargent instantanément de tous les problèmes des gens autour d'eux, puisqu'ils ont le schéma « je fais tout jusqu'au bout sans limiter ma peine et je veux satisfaire tout le monde ». Donc, cette cognition va aussi les empêcher de sortir parce que s'ils se disent « mais alors, si je sors de mon schéma habituel, les autres vont se dire finalement, ce Michel, on ne pouvait pas compter sur lui ». Et si Michel a réussi à rompre, Michel, il peut se dire, alors j'arrive même plus à lire parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, il peut se dire en tout cas, j'ai largement montré mes qualités. J'ai déjà largement montré mes qualités, ça suffit. Les gens savent qui je suis, je n'ai pas besoin de les démontrer en permanence sur toutes les choses. Peut-être une femme, Micheline, la première, c'est très, très fréquent. Micheline, c'était les autres sont gentils.
Donc, du coup, malgré leurs mauvaises actions, finalement, même s'il m'a emprunté de l'argent, c'est certainement quand même quelqu'un de très bien, c'est quand même quelqu'un de très gentil. Oui, certes, il me manipule, mais c'est quand même quelqu'un de très gentil parce que les autres sont toujours quand même des gens gentils. Moi, je sais que les gens sont gentils. Et Micheline, même si elle a réussi à sortir, il faut qu'on vérifie qu'elle a des cognitions qui sont bien plus ouvertes, bien plus souples et qui seraient, maintenant, je sais voir l'envers du décor et je sais analyser les gens de façon plus réaliste. Et puis celle du bas, Francine, j'aime bien Francine, aussi oui. Francine, oui, parce Oui, qu'il y a oui, oui. un profil très différent qui serait j'ai soif d'absolu, je ne peux pas supporter l'injustice. Donc, Francine, qui ne peut pas supporter l'injustice, c'est celle, elle aussi, qu'on envoie au créneau dans son entreprise. C'est celle qui va dénoncer tous les scandales dans l'entreprise, la pollution, les congés payés, non payés, etc. etc. Parce que pour Francine, j'ai soif d'absolu, je combats l'injustice, donc elle ne peut pas s'arrêter. Et même si elle sacrifie ses week-ends, sa famille, qu'elle fait des dizaines de recherches sur Internet pour découvrir les droits des gens, Francine, elle est en train, pendant que les autres attendent que Francine fasse tout le boulot, elle fait tout le travail, elle sacrifie tout. Et puis finalement, au bout du compte, c'est elle qui est épuisée en burn-out et qui n'aura pas forcément satisfaction. Donc, ces nouvelles cognitions, ça doit être, c'est bien de lutter contre l'injustice, mais le combat contre l'injustice ne peut pas se mener tout seul. Il faut que je sois armée, il faut que je me donne du temps et il faut que je sois capable de me faire aider par les autres. Et vous voyez, ça, c'est tout un travail sur soi-même à faire qui nous paraît extrêmement important. C'est vrai que là, dans le cadre de la conf, on n'a pas le temps de développer, mais on développe pas mal, en fait, en thérapie. Il faut dire qu'en thérapie, on voit les gens qui n'ont pas réussi à s'en sortir. Donc, si je synthétise, au fond, il y a toujours trois choses, deux comme en médecine et en psychologie en général. C'est que d'abord, on fait un diagnostic. Donc, on vous expliquait comment repérer les comportements manipulateurs, comment repérer le scénario manipulateur à Paris. Ensuite, on propose des traitements une fois qu'on a fait le diagnostic. Donc, on vous a montré toute une liste de techniques d'affirmation de soi. Mais ce qui est la particularité de la psychologie, de la psychothérapie par rapport aux soins médicaux classiques, c'est que chaque personne doit quand même un minimum faire un travail sur elle-même pour comprendre comment elle fonctionne en termes de cognition, sa façon de voir le monde, sa façon de voir les autres, pour qu'elle détecte s'il y a dans cette façon d'être, c'est malheureux, mais il faut parfois changer sa façon d'être si on ne veut pas être manipulable. C'est-à-dire, on ne part pas à la guerre sans armes. Ce n'est pas possible. Donc, si on est complètement affaibli par des valeurs et des schémas cognitifs, les manipulateurs vont très, très vite s'en rendre compte. Bon, il y aura d'autres choses à faire à l'issue, mais je propose qu'on conclue. Si tu es d'accord, Odile, je vais faire la conclusion pour laisser du temps au débat. On a commencé un petit peu en retard, mais il est quand même déjà moins quart, pour dire que finalement, et en ayant bien différencié, comme Odile l'a bien fait, du comportement agressif, nous, on pense que les comportements manipulateurs nous concernent tous. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a tous été manipulés, manipulateurs, même dans les dernières semaines, vous et nous inclus, qui se sont passés. Donc, c'est banal, courant dans tous les domaines de la vie. Ce qu'on a voulu aussi vous décrire, c'est un scénario stéréotypé parce qu'il nous paraît vraiment important de connaître le scénario à Paris à titre diagnostique. Et le troisième message très important qu'on a voulu faire par rapport à ce qui avait été écrit là-dessus jusqu'à maintenant, la question de la fuite du pervers narcissique où finalement les harcelés arrivaient sans solution, c'est que selon nous, il y a dans un certain nombre de cas, pas dans tous bien sûr, possibilité de renverser une relation de domination. Au plus tôt vous les référez, au plus facile ça sera, pour la transformer dans une relation équilibrée, saine, qu'on appelle affirmée, où chacun aura sa place. Et l'affirmation de soi vous permet à la fois de vous défendre face à l'émulation et de protéger sa santé psychique, car croyez-moi, la santé psychique est souvent bien atteinte dans ces cas-là. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on vous propose 3 choses. Un livre, des ateliers, les réseaux sociaux. Le livre, eh bien, on vous l'a montré tout à l'heure, il vient de sortir en début d'année chez Odile Jacob. Il est assez dense, assez important. C'est un livre, bien sûr, qu'on peut prescrire aux patients qui nous consultent et qui, globalement, est grand public, que les professionnels peuvent lire aussi, qui mérite un certain travail. Les gens se reconnaissent. Il y a beaucoup de personnages. On vient de vous en montrer quelques-uns, parmi lesquels les gens peuvent se reconnaître. Il y a des séminaires, des ateliers que nous allons organiser pour ceux d'entre vous qui voudraient approfondir leurs connaissances et faire un travail en tout petit groupe. Ce sera des petits ateliers en moins de 10 personnes qu'Odile et moi avons animés. Ça sera un travail interactif, personnalisé sur des situations réelles. Ça aura lieu à Lyon et à Marseille. Ça, une journée. Les 2 prochains seront des samedis en octobre.
Et vous trouverez tous les renseignements ainsi que bien d'autres sur mon site internet, qui est tout simplement mon prénom et mon nom attachés. Et la dernière chose, c'est effectivement en dehors du site, pour ceux qui veulent connaître les actualités, parce que le site, j'essaye de le tenir à jour, mais vous savez comme moi qu'un site, c'est assez lourd, on ne peut pas le modifier toutes les semaines. Donc, il y a les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, surtout pour les actualités. Eh bien, merci Odile d'avoir substitué une grande partie de ma voix. Merci Linda et Pierluigi de nous avoir invités. On reste ouvert, bien sûr, aux questions que les personnes souhaiteraient nous poser. Très bien. Je vous remercie, Odile et Frédéric, pour cette présentation. Il y a plusieurs questions. D'abord, il y a aussi des compliments. Il y a Julie qui trouve ton livre exceptionnel. Merci. Qui danse avec beaucoup, elle a beaucoup aimé et beaucoup appris. Alors, il y a quelques questions. Alors, il y a une question qui est arrivée tout à l'heure, c'est sur la méthode DESC. Julien s'est posé la question si elle est inspirée de la communication non violente. Oui. La réponse est simple et claire. Oui, il y a des gens comme Dominique Chalvin qui en parlait il y a 30 ans. Tout à fait. En fait, l'affirmation de soi, c'est issu de plein de choses. Il y a les TCC, mais aussi toutes les thérapies systémiques, Palo Alto, tout ça. Et en fait, nous, simplement, ce qu'on a fait, les premiers qui l'ont fait, d'ailleurs, c'est les Québécois, Boisvert et Baudry. Ensuite, il y a eu Patrick Légeron, Charlie Quingy, moi en France. On les a appliqués à la psychothérapie. Voilà, donc nous, mais oui, il y a des points communs avec la communication non violente. Très bien. Ensuite, parce que l'affirmation de soi, elle vient de très loin, surtout de cet besoin de s'affirmer quand on est une minorité. Donc, c'est né à cette période-là. Oui, Albert Thiémons, aux États-Unis, c'était pour les minorités raciales et les mouvements féministes. Tout à fait. On est d'accord, c'est social au début. Alors, est-ce que le manipulé peut devenir un manipulateur? Si oui, comment peut-il se rendre compte? Je pense que tu as déjà répondu un peu à la question parce que tu as déjà dit que Odile, elle est devenue manipulatrice envers toi dans le jeu de rôle. Donc, oui. Mais là, je pense qu'il y a peut-être une question derrière, c'est comme si être manipulateur, c'était un défaut. Oui, on n'a pas, justement, c'est une bonne question parce qu'on n'a pas voulu fixer des manipulateurs, des manipulés. Il y a beaucoup d'exemples en entreprise où tu as une personne qui va se plaindre de manipulation de son N+1. Le N+1, sur ce qu'on va te raconter, tu vas vraiment dire, effectivement, il vous manipule. Mais en fait, tu vas lui dire, allez demander à votre N+1 comment se comporte le N+2. Tu vas te rendre compte que le N+2 manipule le N+1. Donc le N+1, il est manipulé par le N+2 et il manipule le N. Le N+2 étant bien sûr lui aussi manipulé, etc., etc. Et après, en fait, c'est une position, la manipulation. Ce n'est pas une personnalité. C'est contre cette image qu'on veut lutter. Ce n'est pas une structure rigide. Il y aurait d'un côté les manipulateurs et puis qu'ils le seraient du début à la fin de leur jour et de l'autre côté les manipulés. Voilà. Alors, une autre question qui sort un peu peut-être de la manipulation, c'est comment aider un enfant à être un manipulateur finalement, c'est quoi conseiller à une personne victime de harcèlement scolaire? Alors, un enfant victime de harcèlement scolaire, c'est comme le traitement de la phobie sociale, c'est-à-dire qu'on va lui expliquer que on peut pas changer le monde, on ne peut pas changer que dans le monde, il y ait des gens qui soient négatifs envers nous. Et donc, alors je ne vais pas répondre à toute la question, ça serait vague, il faut qu'il sorte de l'isolement, qu'il en parle bien sûr, etc. Mais juste dire qu'il y a deux valences d'anxiété sociale. Il y a, je subis beaucoup d'agressions pour un indice physique ou je ne sais pas quoi, ou parce que je suis jugé intello, etc. Et je ne pense pas pouvoir faire face à l'agression. Et c'est sur cette deuxième valence, je n'ai pas assez d'outils pour faire face à l'agression, autrement dit, pas assez d'affirmation de soi, que nous, on va jouer en thérapie. C'est-à-dire qu'on va leur apprendre à répondre à l'agression. Mais pour les enfants, souvent, il ne faut pas qu'ils restent seuls. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste d'enfants, mais voilà. Il me semble que quand les parents nous parlent de leur enfant victime d'agression à l'école, on peut essayer de demander aux parents de faire rejouer avec l'enfant la scène qui s'est passée à l'école pour que le parent fasse un modèle et montre à l'enfant comment il pourrait avoir une certaine répartie et se débrouiller. Et d'abord, ça recréera un lien entre le parent et l'enfant. Et l'enfant peut plus facilement oser faire le petit jeu de rôle parce qu'il aura fait le jeu de rôle en famille avec ses parents. Moi, ça m'est arrivé de faire ça en thérapie. Oui, moi aussi. À condition que les parents soient affirmés. Ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est une bonne idée. Et nous, on peut faire le jeu de rôle avec les parents qui le referont avec leur enfant. Alors,
il y a un psychologue, je pense, qui pose la question, nos patients craignent souvent le représailles au moment de la rupture. Comment les aider? Alors moi, j'ai envie de dire que dans la phase où la personne se rend compte il faut qu'elle arrête et qu'elle est dans la phase il y a eu répétition du scénario, donc elle sait qu'elle doit partir. Les techniques dont on a parlé, le PPR, le brouillard, etc. Je pense qu'il faut faire des techniques très, 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 comment dire, il faut appauvrir la communication. Il ne faut surtout pas répondre quand le manipulateur essaye de nous attaquer sur notre personne. Il faut faire très, très attention de ne jamais répondre en retour pour que le manipulateur ne devienne pas violent. Donc, le but du jeu, c'est d'être, je crois que notre relation est maintenant sur sa fin, mais très peu parler. Je pense que la violence vient quand on essaie d'argumenter et de piquer à son tour le manipulateur. On l'affame, on arrête de le nourrir, en fait. On arrête de nourrir la relation. Alors, il y a une autre question qui concerne les hauts potentiels. Alors, à part qu'en France, il y a une épidémie de HPI depuis quelques années, est-ce que les personnes HPI ne font pas partie des personnes les plus manipulables? Oui, probablement, comme elles ressentent très, très fortement toutes les demandes implicites de leur entourage, on peut comprendre, et qu'en plus elles sont intelligentes, et qu'elles savent faire, puisqu'elles ont de façon quasi innée des savoir-faire, on peut imaginer qu'elles peuvent être manipulables, mais on peut aussi imaginer qu'elles peuvent très, très vite changer et très vite apprendre aussi. Dans la suite de la question, j'ai fait 15 pages dans le livre sur les syndromes d'Asperger, donc les troubles du spectre autistique sans troubles du langage et sans déficit intellectuel, parce qu'il y a très peu de choses écrites pour eux, et eux sont très, très manipulables, parce qu'ils ont des grands problèmes pour décoder. Donc, avec des pages très concrètes et pratiques qui peuvent aider, je me suis fait aider des gens du centre de neuroautisme autisme, là, avec qui je travaille dans mon groupe. Voilà. Très bien, super, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choses. Oui, il y a très peu de choses. Oui. Il y a une question de Julie. Est-ce que manipulateur et harceleur sont-ils des synonymes finalement? Moi, j'ai envie de dire que le manipulateur, il se différencie de l'harceleur parce que l'harceleur, c'est agressif, ça se voit vite. Il prend du temps, il consomme notre temps. Voilà. Donc, quand on est dans le harcèlement, on est, selon moi, dans une forme d'agression. Mais bien sûr, le manipulateur, si on ne l'arrête pas, peut devenir harceleur. Mais il faut aussi qu'on apprenne à repérer les manipulateurs qui sont plus subtils. Je crois qu'il faut bien séparer les concepts parce qu'on a des gens considérés comme harceleurs. Moi, j'en ai eu plein dans ma clientèle qui sont des grands perfectionnistes exigeants. Et les employés les trouvent affreusement harceleurs, alors qu'en fait, ils sont gentils comme tout, ils ne veulent pas du tout leur faire du mal. Simplement, ils ont des exigences très élevées. Donc, c'est bien cette question parce qu'il faut bien différencier les concepts. Alors, il y a aussi une question en tant que psychologue, comment est-ce qu'on fait quand on est face à un manipulateur, quand le patient qui vient nous voir est un patient manipulateur? Peut-être qu'il faut qu'on reste sur le problème qu'il nous pose. Au fond, quel est PPR, problème, personnalité, relation, c'est-à-dire revenir au problème pour lequel il est censé venir nous voir. Et puis s'amuser un peu avec une conceptualisation mentale où petit à petit, on met sur un papier pour que le manipulateur se retrouve quelqu'un qui finalement a surdéveloppé une stratégie de défense de ses droits et sous-développe la stratégie de tenir compte de l'autre. Au fond, on peut lui dire, au lieu de lui dire « vous êtes un gros pervers, gros manipulateur, je ne veux plus de vous », on peut lui montrer comment il a des stratégies surdéveloppées et d'autres sous-développées. Des stratégies d'écoute sous-développées, des stratégies d'empathie sous-développées, et pas forcément le juger. Après, oui, on reste en analyse fonctionnelle. Il y a plein de cas différents. Hein. Moi, j'ai eu des gens qui étaient sur injonction de soins, par exemple, parce qu'ils avaient un procès pour harcèlement. Bon, je ne peux pas dire qui, mais j'ai eu un des grands dirigeants d'une société dans Rhône-Alpes qui avait 2 procès des salariés. Donc, c'est le juge qui me l'envoyait. Donc là, tu es dans un certain contexte avec un monsieur qui était quand même assez défensif, qui m'expliquait que c'était les autres les méchants et pas lui, etc. Donc là, évidemment, les possibilités thérapeutiques ne sont pas évidentes. Tu te retrouves en relation antipathique dès le départ. Après, on a vu des gens, alors on voit moins de manipulateurs que de manipulés dans notre clientèle. Nous, notre livre, il est destiné aux manipulés pour qu'ils se défendent.
les manipulateurs, globalement, à cause de ce qu'on vous a expliqué sur les cognitions, sur le fait qu'ils ont tendance à voir les choses comme la faute des autres et à ne pas se mettre en cause, ils consultent assez peu en psychothérapie, mais il y en a quand même. Par exemple, j'en ai beaucoup des manipulateurs dans les couples amoureux qui sont à la fois manipulateurs dans le couple, mais aussi authentiquement amoureux de leur conjointe, et qui vont, et si la conjointe s'affirme et qu'elle menace de partir, ils peuvent consulter à ce moment-là. Parfois même, je les vois en couple d'ailleurs. C'est souvent très intéressant parce qu'on peut travailler sur le système, comme vous expliquez tout à l'heure. Et il y a des manipulateurs qui peuvent à la fois être très manipulateurs et demander de changer. Alors, j'en ai eu plusieurs. Il y en a avec qui il y a eu des succès. Il y en a avec qui il y a eu des échecs. Ceux avec qui il y a eu des succès, c'est parce qu'ils étaient plus prêts à changer que les premiers. Ceux avec qui il y a eu des échecs, c'est parce qu'au fond, ils ne tenaient peut-être pas tant à la relation que ça et qu'ils avaient plus d'avantages à continuer à manipuler. J'ai par exemple un exemple que j'ai mis dans le livre qui est un monsieur qui faisait des affaires dans le milieu des boîtes de nuit, de la cocaïne, des sorties le soir, mais des affaires de très haut niveau financière. Et sa pauvre femme l'attendait avec les gosses à la maison. Lui, il n'avait pas intérêt à changer. Pourtant, il y tenait, mais il est venu plusieurs fois en consulte, mais à la sortie, il est venu me le dire d'ailleurs. Tout seul, il m'a dit, moi, vous savez, j'ai beaucoup plus à gagner à continuer à être manipulateur. Tant pis, je vais peut-être perdre ma femme, mais tant pis. Donc, c'est une question très large qui est posée. Oui. Alors, il y a aussi une question. Quelle est la différence entre les cognitions et les attitudes du patient? Les attitudes au sens comportemental, c'est ça la question? Oui, je pense. Alors, les cognitions, c'est ce qu'on se dit à nous-mêmes. C'est les comportements intérieurs, c'est-à-dire comment ma pensée fonctionne. Et mes comportements, ça va être ce qui se voit dans mon corps. Voilà. Et c'était quoi la question alors? Mais je pense que la question, c'est sur la différence que vous avez faite entre cognition. On a des comportements, en fait, ce que tu disais, Odile, et Frédéric était intervenu, il me semble, en introduisant aussi qu'il y a des cognitions à changer, donc des croyances à changer, qui font que la personne peut rester toujours sous l'emprise d'un manipulateur parce qu'elle pense qu'elle n'a pas le droit de s'en sortir et que le fait de dire non à quelqu'un, c'est mal vu, c'est impoli, etc., etc. Oui, c'est pour ça que le travail sur les cognitions nous paraît quand même fondamental. On peut peut-être pas commencer, il faut un peu une harmonie entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut inciter les patients à utiliser des petites techniques comportementales qui vont leur redonner confiance en eux. Parce que souvent, si on les prépare même en jeu de rôle, nous, on joue le manipulateur, puis on y va, souvent même. Donc, quand le patient se trouve face au vrai manipulateur, il est déjà un peu préparé. Il sait déjà les pièges. Donc, on a préparé avec lui les réponses. Du coup, déjà, il peut changer comportementalement. Il a un peu la panoplie comportementale. Et au fur et à mesure que le patient change de façon comportementale, le patient va aussi changer sa façon de se voir et de voir l'autre. Il va pouvoir se dire, mais au fond, j'avais le droit de dire ça. Le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Il ne m'a pas assommé. Il a dit oui, finalement, ou elle a été d'accord pour accepter de baisser le bruit qu'elle faisait la nuit. Ma voisine, elle a accepté, etc. Donc, finalement, les gens s'attribuent un pouvoir qu'ils ne connaissaient pas parce qu'ils ne l'utilisaient pas. Très bien. Et du coup, ils changent. Merci. Alors, il y a une autre question. Peut-on empêcher le manipulateur de continuer à nuire aux autres au-delà de notre propre expérience de manipuler, ou faut-il juste fuir et passer à autre chose sans penser aux futures victimes? Je pense que le manipulateur, il dépend quand même d'un manipulé. Donc, c'est pas si, bien sûr, la nature a sélectionné des profils de gens agressifs. Être agressif, c'est pas mal aussi, quoi. On peut être dictateur, on peut être maître d'un pays en étant agressif. Donc, on peut pas dire que c'est complètement stupide. Enfin, ça me paraît stupide, mais ça s'est maintenu. La nature a maintenu les agressifs. Oui. Elle a maintenu les gens gentils aussi. Et elle va bien sûr maintenir les manipulateurs aussi, parce que, en plus, c'est un peu la mode, puisqu'il est de plus en plus mal vu d'être passif, d'être un peu pigeon, c'est mal vu. D'être agressif, c'est quand même mal vu. Donc, au fond, être manipulateur, ça peut tenir longtemps, c'est pas mal, c'est dissimulé. Donc, la nature va certainement pas les arrêter comme ça, mais je pense qu'un manipulateur, c'est quelqu'un qui veut survivre, c'est quelqu'un qui sait survivre qu'en consommant l'autre. Si on lui montre que lui-même, il peut survivre en prenant, comment dire, on a tous besoin de relations les uns avec les autres, donc de toute façon, on va tous se donner quelque chose. Mais le but du jeu, c'est que
le but, c'est ne pas épuiser l'autre et pas épuiser celui avec qui on travaille ou celui avec qui on vit ou un voisin. Le manipulateur dure au long cours, ce n'est pas valable d'être manipulateur. Mais la question sur est-ce qu'il faut prévenir l'entourage, je crois que, par exemple, dans votre travail, vous avez un manipulateur. Est-ce que vous allez prévenir vos collègues? Dans votre couple, vous tombez sur un manipulateur. Est-ce que vous allez prévenir vos copines? C'est une bonne question quand même qui est posée. Je pense que là, il faut revenir à l'idée que vous avez eu des côtés manipulables qui vous ont mis dans ce couple et qui vous ont fait manipuler dans ce travail. Ce n'est pas pour ça que tous vos collègues de travail seront manipulés par ce même manipulateur. Ce n'est pas pour ça que toutes vos copines seront manipulées par ce même mec. Mais il me semble quand même qu'il faut prévenir les gens en vérifiant si eux ont des côtés manipulables ou s'ils seront assez affirmés en disant, écoute, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas bon pour toi, mais je te mets en garde parce que ça peut ne pas être apparent, voilà un petit peu, et informer la personne ce que c'est que la manipulation et l'inciter à s'affirmer dès le départ et à vérifier si elle a bien confiance en elle. Ça peut être quand même, je pense, une des façons d'éteindre un peu les systèmes de manipulation que de communiquer dessus et de ne pas les laisser dans le silence. Alors, on ne va peut-être pas faire autant de bruit que MeToo, hein, mais dans notre entourage immédiat qu'on connaît bien, de travail ou de copains, ça vaut le coup, je pense, d'informer discrètement, sans remettre en cause la personne non plus. Il ne s'agit pas de mettre les gens au pilori, hein, mais de dire, voilà, en tout cas, pour moi, je ne dis pas que la personne est toxique, je dis simplement, pour moi, la relation est toxique, donc je t'en parle parce que je te connais, je sais que tu n'es pas très confiance en toi, tu n'es pas très affirmé, donc méfie-toi. Si on voit que la personne, la copine, est très affirmée, c'est peut-être pas la peine de trop en parler. On va surveiller ce qui se passe. Voilà. Alors, il y a deux questions que je vais résumer en une seule. Elles se rejoignent. Peut-on être un manipulateur en étant complètement ignorant de ce que l'on crée dans la relation? Oui. Peut-être un défaut d'insight ou une forme de non-acceptation. Et comment amener une personne à réaliser qu'elle est manipulatrice si elle est manipulatrice? Envers nous. Nous, notre système va permettre de répondre. On peut dire à une personne qu'elle est manipulatrice pour nous, pas qu'elle est manipulatrice en général. On insiste là-dessus. Hein. On est toujours dans une dyade, dans un système à deux. En tout cas, oui, sur la première partie de la question, il y a à l'évidence des manipulateurs qui n'ont pas conscience de manipuler, tout simplement parce qu'ils ont été élevés dans un milieu où ils ont vu la manipulation, je ne sais pas, vous qui êtes dans le Midi, dans un milieu de mafieux, par exemple, ils ont passé leur enfance là-bas. Donc, ils ont appris. Il y a un peu de violence aussi hein, avec la mafia. Spontanément. Il n'y a pas que de la manipulation, il y a aussi de la violence. Ils ont appris spontanément. Je ne sais pas, moi, les enfants de Poutine, je ne pense pas que ce soit des gens très doux. Enfin, ça m'étonnerait. Enfin, ce n'est pas ce qu'ils ont appris, en tout cas. Ils sont peut-être devenus. Voilà, donc oui, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être assez peu conscients. Maintenant, à nous, si on est en face, de leur en faire prendre conscience, justement, assez vite, en nous affirmant assez vite, et là, de regarder ce qui se passe. C'est-à-dire, est-ce qu'ils prennent conscience ou pas? Parce que là, effectivement, on va tomber sur deux personnes assez différentes. Ceux qui resteront dans la méconnaissance, soit dans le refus de voir, dans le déni, soit dans le fait qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a un autre comportement possible, ça sera difficile de poursuivre une relation. Par contre, ceux qui, quand on va leur montrer le mal qu'ils nous font, vont dire, ben oui, il faudra peut-être simplement penser une chose. Souvent, on a tendance à croire que les manipulateurs font exprès de manipuler pour obtenir des choses. On ne se rend pas compte qu'ils font parfois de la manipulation parce qu'ils ne savent pas faire autre chose. Et on croit toujours, on les imagine toujours comme des gens de pouvoir qui savent ce que c'est que l'affirmation de soi. Et nous, on a eu la grande surprise de voir que les manipulateurs, parfois, ils ne savent pas ce que c'est que faire une demande affirmée. Et quand on est dans un couple, au travail ou amoureux avec un manipulateur, ça peut être très utile de lui dire, écoute, ce n'est pas la peine de me faire des tas de promesses et tout, et de me faire des tas de préalables pour me demander quelque chose. Tu n'as qu'à me demander directement ce que tu veux. Je te dirai oui ou non. Et parfois, ils ont la surprise de voir qu'en faisant une demande affirmée, voilà, simplement, il faut qu'ils acceptent de ne pas tout obtenir. Avec la demande affirmée, on obtient moins qu'avec la demande manipulatrice, mais on respecte la relation. Je dirais aussi qu'une autre façon d'être manipulateur, dont on n'a pas trop parlé, on peut être manipulateur parce qu'on abuse de l'expressivité émotionnelle. Par exemple, c'est peut-être un tout petit peu plus féminin. Donc, par exemple, si on pleure beaucoup, ou on se roule par terre, ou on ne parle pas, mais on communique par cette hyper-expressivité émotionnelle, ça va être compliqué d'avoir une relation de bonne qualité. Et en fait, par exemple, le partenaire peut être gêné
et en fait, ne pas communiquer bien parce qu'il est gêné par cette hyper-expressivité émotionnelle. Et en thérapie, on peut faire comprendre peut-être à une femme, par exemple, que si elle pleure beaucoup, que si elle crie beaucoup, que si elle a beaucoup d'angoisse, son partenaire ne pourra pas écouter sa demande. Et finalement, s'il est gentil, il va rentrer dans une trop grande gentillesse par rapport à l'émotion. Et finalement, elle ne gagnera pas une si bonne relation que ça. Pierluigi, je voudrais répondre à une question que j'ai vue parce que je me permets de lire les commentaires sur la question du livre audio. On me demande si le livre existe en livre audio. Alors, je ne sais pas et je ne pense pas. Je poserai la question à Neil Jacob. Par contre, je ne sais pas si c'est pour vous, la personne qui posait la question, ou pour quelqu'un de votre entourage, mais en audio sur ce thème, je vais mettre dans les jours qui viennent sur mon site 2 émissions de radio, une de France Inter, une d'Europe 1. Et il y aura des vidéos, alors il y aura au moins la partie audio aussi de Psychomagazine, ça va sortir dans les jours qui viennent, c'est toujours ça. Mais je m'engage à demander aux éditions si les livres audio sont prévus ou pas. C'est une bonne question. Peut-être une dernière question, avant-dernière. En fait, c'est une question très personnelle d'un psychologue qui est dans l'audience. Je suis psychologue, donc j'observe très bien les manipulations chez mes patients. Cependant, sur le plan personnel, je suis complètement manipulé sur plusieurs domaines. D'où vient cette différence de compétences selon les domaines? On sait que le cerveau ne réagit pas de la même façon selon qu'on est concerné ou selon qu'il s'agit des autres. Ce n'est pas la même zone du cerveau qui réagit si c'est pour moi-même ou si c'est pour les autres. Donc, on peut imaginer qu'on est bon dans un domaine qui nous concerne ou à l'inverse et pas bon dans un autre domaine. Ou bien avoir des croyances qui s'activent dans certaines relations et qui nous piègent dans un système de manipulation. Oui. Alors, c'est une question aussi sur l'obligation de soins. Comment faire avec l'obligation de soins? Il y en a certains qui sont dans ce cas-là. Oui. Je pense que tu en as déjà parlé un peu, Frédéric. Oui. Que ce n'est pas si facile, mais on sait qu'on est dans ce type de système où on peut être manipulé. Oui. Oui. Après, alors, l'obligation de soins, il faut... Tu veux répondre? Je veux dire qu'on est psychiatre ou psychologue. Donc, au fond, on peut aussi un peu se dépatouiller pour essayer d'établir quand même un lien avec cette personne, même si elle vient pour une obligation de soins. Et il est quand même possible de faire peut-être émerger une vraie demande authentique à côté de la demande formulée par la société. Il y a quand même une grosse probabilité qu'on arrive à accrocher cette personne sur sa demande à elle. On est peut-être un peu manipulateur, nous aussi. C'est ça. Alors, il y a une façon d'éviter d'être trop manipulateur avec l'obligation de soins. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai fait avec un homme qui avait sodomisé sa fille de 3 ans, qui m'était adressé par le juge, qui avait très peu de culpabilité par rapport à ça, qui se demandait d'ailleurs pourquoi on le mettait en obligation de soins. J'ai immédiatement dit, je vais signer le papier tout de suite du juge, il n'y a pas de problème, vous venez tel jour, voilà votre papier. Je dis ça, je n'ai pas discuté une seule seconde, j'ai soumis le fait de remplir le papier d'obligation de soins à aucune condition. Et après, je me suis complètement dégagé de ça. J'ai dit, moi, vous venez tant qu'il vous faut, il n'y a pas de problème. À la limite, vous rentrez, vous sortez, entre deux, je vous le fais. En dehors de ça, ma profession, c'est le psychiatre, psychothérapeute. Si vous avez envie de parler, mais ce n'est pas le juge qui vous envoie, c'est vous qui venez en plus, moi, je suis à votre disposition. Vous voyez? Dans ce cas-là, ça n'a pas débouché sur grand-chose, si sinon une aide sociale, parce que bon, il n'avait pas de boulot, c'était quelqu'un qui était un peu mentalement limité, je dirais. Et il y a d'autres cas où le fait de se dégager finalement tout de suite de l'obligation de soins, pour ne pas être pris nous-mêmes dans le fait que le patient soit obligé de nous dire des choses, ça ne marchera pas. Eh bien, ma foi, il y en a un certain nombre, ah bon, oui, vous pourriez m'écouter, oui, voilà. Et puis, on n'est même presque pas obligé de faire le même jour ou le même moment l'obligation de soins et la vraie séance de thérapie. À ce propos, j'ai l'exemple d'une psychologue, une ado, une Canadienne, qui devait voir des ados qui avaient commis des agressions à l'école. Donc, il y avait une injonction de soins par le collège ou le lycée. Et elle commençait parfois en disant à l'ado, je sais que tu n'as pas envie de me voir. Moi, je n'ai pas spécialement envie de te voir. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour se voir le moins possible? Et donc, c'était une alliance là-dessus qui était faite pour pouvoir avancer
rapidement et sortir de cette contrainte qui était une contrainte pour tous les deux, en fait. Oui, c'est vrai. On va peut-être s'arrêter là. Hein. Odile, Frédéric, je vous remercie. Vous avez donné beaucoup de plaisir à nos auditeurs. Hein. Il y a beaucoup de messages très satisfaits. Hein, très, très excellent, bravo, merci, super. Hein, et vraiment, je vous remercie, on vous remercie pour cette conférence. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Odile. Très intéressant. Voilà, du coup, ça n'arrête pas de défiler là, des retours positifs là, et de super. Merci beaucoup. Eh ben, merci à tout le monde de nous avoir donné cette belle opportunité. Mais ça nous fait vraiment plaisir. Nous sommes sûrs que ce sont des compliments authentiques. Et peut-être à bientôt pour certains dans les ateliers. Il y aura le replay dans quelques jours sur YouTube. Et donc, En tout cas, il y a les bouquins hein, qui sont à votre disposition en librairie. Ce sont des best-sellers, donc vous le trouverez facilement. Les ateliers qu'Odile et Frédéric sont en train de monter et vont initier sur le sujet de s'affirmer face aux manipulateurs. Et vous avez aussi le site où vous trouverez plein d'informations autour de ces thématiques-là, le site de Frédéric Effongé. On me demande s'il y a des ateliers en distanciel. Alors, pas pour l'instant, mais écrivez-nous sur mon site ceux qui en veulent. Mais pour l'instant, on a prévu du présentiel. Ouais. Je réponds juste à ce petit point. Très bien, très bien. Voilà, merci et bonne soirée à tout le monde. merci à tous. Bonsoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci.